Bienvenue à tous, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la marque Opus. C'est la première fois que j'accueille une marque dans le podcast. En plus, en tant que passionné de vélo, c'est quand même quelque chose de vraiment cool d'avoir une marque montréalaise qui va nous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi Opus. Donc, aujourd'hui, on a Mustapha qui est venu nous rejoindre, donc le directeur général de Opus. Ouais, ça fait plaisir. Je suis content d'être là avec toi. Puis j'ai hâte de parler de Opus, puis de rentrer dans le détail de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis où est-ce qu'on s'en va. Mais moi, j'ai une première question. Ouais, vas-y. Comment on fait pour être directeur général d'Opus aussi jeune? C'est une bonne question, mais à la base, moi, j'ai été embauché comme product manager pour la catégorie e-bike et vélo de montagne, mais aussi pour gérer l'assemblage local des vélos e-bike à Ville-Saint-Laurent. Donc, j'ai fait mon petit chemin, puis les opportunités se sont présentées à moi quand elles se sont présentées. Je pense que la pandémie, ça fait son chemin aussi. Ça a aidé à peut-être prendre plus de responsabilités plus rapidement. Puis de toute façon, à Opus, tout le monde a plusieurs rôles. Personne ne fait juste un seul truc à la fois. Tout le monde a un double rôle. Donc, moi, mon double rôle, c'est directeur général, mais aussi chef de produit. Donc, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais c'est quoi ton background dans le vélo? Avant ça, t'as fait quoi? Tu sais, est-ce que t'as étudié dans quoi? Est-ce que t'as travaillé en boutique? J'ai travaillé en boutique quand j'étais au cégep. Puis j'ai travaillé pendant 3 ans dans une des boutiques, je pense, les plus reconnues à Montréal, dans le sens que tout le monde connaissait ce magasin, pas nécessairement parce que c'était la boutique la plus haut de gamme, là, mais c'était vraiment une boutique familiale. Ouais, c'est ABC Cycle. Honnêtement, je pense que c'était le meilleur magasin pour lequel travailler parce que François, l'ancien proprio, il nous apprenait comment bien présenter les bikes, bien comprendre la clientèle, faire une bonne job de vente. Moi, j'ai fait de la vente à ce moment-là pendant 3-4 ans. Puis j'ai travaillé aussi dans d'autres boutiques qui sont nos détaillants aujourd'hui, là, comme Cycle Gervais Rioux. Puis ça, c'était pendant ma scolarité au cégep. Puis j'ai étudié en génie mécanique. J'ai gradué en 2019. J'ai travaillé dans le domaine du génie conseil, mais mon background, ça a toujours été un peu la R&D. Puis j'ai fait des stages là-dedans. Donc, quand l'opportunité s'est présentée de travailler dans le monde du vélo, je l'ai pris. On va dire. On n'a pas besoin de me demander 2 fois, là. T'es arrivé dans le milieu du vélo, c'était par hasard ou c'était quand t'as étudié là-dedans? C'était comme ton objectif? Mais quand j'ai étudié là-dedans, j'aurais aimé travailler, j'aurais aimé décrocher un stage à ce moment-là dans l'industrie, mais c'était vraiment difficile. Tu sais, c'est une industrie qui est pas très ouverte vers l'extérieur. Tout le monde veut travailler là-dedans et très peu de place. Puis il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Puis je pense à ce moment-là, je connaissais personne de l'industrie. J'étais plus un outsider. Et ça a pris un petit peu de temps, mais Ouais, puis je pense que c'est une industrie qui a quand même assez changé. Tu sais, moi, je l'ai connu depuis tout petit. On voit que c'était vraiment les personnes qui avaient de l'expérience. Ça faisait ouais. longtemps qu'ils étaient là et tout. Puis maintenant, on dirait qu'il y a comme un mouvement qui a été fait. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont là dans l'industrie, dans des places stratégiques. Là, donc, c'est Ouais. vraiment cool. Ouais. Non, je pense qu'il y a un changement de paradigme dans l'industrie, là, mais il y a beaucoup de chance là-dedans. Je veux dire, je ne peux pas enlever à la chance parce que c'est autrement. Ouais, mais c'est. Oh, il y a beaucoup de chance là-dedans. Je me suis retrouvé à la bonne place au bon moment. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à avoir une entrevue chez Opus, puis décrocher le poste au final. Mais non, je suis très content. Je suis très content du choix. Avant de parler de l'équipe, Ouais. tu sais, l'équipe de Opus, là, est-ce que tu peux tu sais, déjà nous parler tu sais, de l'histoire c'est quoi Opus en fait? Ouais. Pour quelqu'un qui ne connaît pas. Ouais. Ben, ça commence. On peut pas parler d'Opus si on ne parle pas de Outdoor Gear Canada, qui est la compagnie qui possède Opus, qui a lancé Opus. C'est Outdoor Gear Canada, c'est un distributeur de pièces, de vélos et d'accessoires qui a été fondé en 1979. Fait que ça fait quand même un petit bout, là. C'est un legacy brand OGC. Puis, dans les années 2000, les gens qui travaillaient à l'interne, il y avait des gens de toutes sortes, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient du milieu de la course puis qui avaient cette passion-là, puis l'expertise. Dans le temps, on distribuait Gary Fisher, Oakley, on a introduit Specialized, si je ne me trompe pas, au marché canadien, Kryptonite. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient bien l'industrie puis qui voyaient un potentiel de lancer une marque qui était focusée sur le marché canadien. Parce que dans le temps, c'est ça, il y avait... on distribuait Le Mont, puis Le Mont, c'était des vélos haut de gamme en titane puis en acier. Puis il manquait ce petit... comment dire
ce côté plus performance, côté alu, côté carbone. Et la première année que les vélos ont vu le plancher des magasins, c'était en 2001. Je pense qu'il y avait 5 modèles, le Andante, le Allegro, le Vivace, puis le Scherzo. Et à partir de ce moment-là, Opus a pris son envol. Mais c'est venu vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Puis C'est vraiment des vélos vraiment sportifs. Haute performance. Le focus d'Opus, quand ça a été lancé, c'est vraiment la haute performance. Amener quelque chose qui n'était pas encore disponible dans le marché canadien ou qui ne correspondait pas aux besoins des gens du marché canadien. Fait que c'est à partir de 2001, Opus a pris son envol. Puis à chaque année ou 2 ans, où il y a eu des cycles où on a rajouté des nouvelles marques. C'est l'année d'après, où les quelques années après, on a rentré les vélos urbains. Puis ensuite, après ça, ça a été... ça a été il faut que je regarde mes notes, là, mais les vélos de montagne double suspension, ça a été introduit en 2007 avec tout de suite des vélos haut de gamme double suspension. Puis l'aventure s'est continuée jusqu'à à peu près 2015 avec son apogée avec le Prime puis le Nelson, qui étaient des vélos en carbone haut de gamme, qui avaient vraiment leur passionné, les gens qui aimaient ces vélos-là. Ils nous en parlent encore aujourd'hui. Ah, vous avez fait des vélos vraiment exceptionnels à ce moment-là. Puis même chose pour l'aventure haute performance. On a arrêté de faire des vélos de route haute performance en 2019, juste avant la pandémie. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'évolution de Puce est allée au gré des passionnés qui ont garni ses rangs. Donc, quand les gens à l'interne ont eu des enfants, mais ils ont fait des vélos d'enfants. Quand en 2012, ils avaient envie d'essayer les e-bikes, mais ils ont introduit les e-bikes avec Bionex. Ça a pris après ça 5 ans pour introduire les e-bikes de façon permanente avec Shimano puis Pendix en 2017. Puis le gravel bike, quelque chose qui est vraiment aujourd'hui qu'on pourrait considérer comme un staple de toutes les marques. Mais nous, on a introduit le premier gravel bike en carbone en 2018, si je ne me trompe pas, avec l'Horizon. Puis le Spark en alu. Donc, Opus a évolué au fil des besoins puis des passions des gens à l'interne. Et on a reconnu quand même, on a eu pas mal de succès par rapport à certaines catégories. Puis là où il y a eu un tournant par rapport à peut-être la vision de qu'est-ce qu'on voulait être comme marque, parce qu'à force de tout faire et de compétitionner contre beaucoup de généralistes, moi, quand je vendais dans les magasins les vélos Opus, on les vendait parce que c'était des bons rapports qualité-prix. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être le prestige d'être une marque haute performance a commencé un petit peu à pas être la principale raison pour laquelle les gens achetaient les vélos. Puis c'est correct, il y avait Specialized, il y avait d'autres marques qui étaient, sans les nommer, là, il y avait d'autres marques qui avaient investi beaucoup d'argent dans le Tour de France puis qui avaient une notoriété internationale qui récoltait un petit peu cette clientèle-là. Puis là, nous, on a eu les vélos Urbanista en 2009 jusqu'à peu près 2020, avec le dernier vélo qu'on avait lancé dans cette catégorie étant le Classico Lightweight. Puis ça, je pense que c'est ça qui a vraiment marqué le tournant pour Opus, parce qu'on a décidé de laisser tomber la haute performance, puis les gains marginaux, puis cette clientèle qui est vraiment très exigeante par rapport à, pas juste au matériel, parce qu'on a toujours réussi à produire des bikes de haute qualité, de haute performance, mais plus au niveau de l'image de marque, puis tout ce qui suit avec peut-être le prestige d'une marque qui est plus internationale. Et on a décidé de mettre de l'énergie sur mettre le plus de gens sur des vélos possible. Et ça passe par se concentrer sur les catégories de loisirs, les segments de loisirs puis de utilitaires. Puis le loisir, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les gravel bikes, les vélos de route, les vélos urbains pour le plaisir, puis aussi les vélos plus un peu orientés, transit, avec notre gamme LRT. Mais c'est vraiment l'objectif aujourd'hui d'Opus, c'est de mettre le plus de gens sur des vélos. C'est vraiment pas de se concentrer sur la haute performance puis le prestige. C'est vraiment derrière nous. Mais il fallait qu'on passe par là parce que c'était l'ADN de la marque quand elle a été lancée, puis la volonté des gens qui ont lancé la marque à l'interne en 2000. Ouais. D'accord. Okay. Ouais. 2000, c'était l'année de lancement. 2001, c'est les premiers vélos sur le plancher. Au retournant, c'était pas mal pendant le COVID. Mais le COVID, ça permet de... Il y avait tellement de contraintes. Moi, j'ai été embauché pendant le pic de la COVID. Donc, quand on parle du plaisir de l'industrie, moi, j'ai pas vraiment vu de plaisir pendant un petit bout. Là. J'ai vraiment... ouais, c'est ça. Tous les jours, à appeler des fournisseurs, à trouver des solutions pour essayer de produire les e-bikes dont j'étais responsable à ce moment-là, dont je suis encore responsable. Puis, c'est ça, le marché a changé, puis on a eu une opportunité quand même exceptionnelle de commencer avec une feuille blanche après la COVID, où vraiment on mettait notre énergie sur qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, une marque qui est concentrée sur le loisir, l'utilitaire, avec nos vélos urbains qui sont vraiment mis de l'avant.
Puis nos vélos gravel bike, nos vélos loisirs, surtout les e-bikes aussi. Ça fait partie c'est une grosse portion de qu'est-ce que Opus est aujourd'hui en termes de grosseur de volume. Excuse-moi, pas de volume, mais de la place que la catégorie prend au sein de notre marque. Mais c'est tout l'ADN qu'on a, tout l'ADN puis toute l'expertise qu'on a chez OGC, ça s'est traduit dans ces vélos urbains, puis loisirs, puis gravel bike, puis route qu'on va réintroduire prochainement. Tout ça, ça fait en sorte que, mais au final, on a les produits qu'on a. Là, je reviens d'un tour dans l'Ouest canadien où les besoins sont un petit peu différents de ce qu'on a ici comme besoin dans l'Est du Canada. Puis, je pense que c'est ça la beauté d'Opus, c'est qu'on est vraiment focusé sur le marché canadien. Puis, on est vraiment proche de nos détaillants. Tu sais, on les visite quand même assez souvent quand on peut. Puis, on essaie de récolter leur feedback directement, accompagné des représentants de chaque région. Puis, le fait qu'ils ont cette relation avec OGC, mais ça rend la conversation beaucoup plus facile quand tu arrives dans un magasin, mais t'es pas un inconnu, t'es pas une personne qui passe juste une fois par année. Non, ça, c'est une chance. Ouais. Moi, quand je travaillais en bike shop, justement, j'ai découvert Opus. Puis, à l'époque, tu avais le rap qui était là. Tu avais aussi Ray qui était là, qui avait développé le vélo, qui t'expliquait comment il l'avait développé. Donc, tu sais, c'est la compagnie montréalaise qui est là, qui est présente. Donc, je trouve ça cool. Puis là, maintenant que je suis rap chez Outdoor Gear Canada, j'ai découvert encore plus et je trouvais ça fascinant. En fait, pour moi, je trouve ça cool d'avoir la compagnie qui est juste à côté, qui est à l'écoute des utilisateurs pour pouvoir développer des vélos. Ouais. Et non, c'est hot. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité, que j'avais envie aussi que tu m'expliques tout ça. Là. Puis, en parlant de ça, elle est composée comment, l'équipe chez. Mais là, en ce moment, on est, en termes de chef de produit, on est 3 chefs de produit qui se divisent les catégories de vélo électrique et montagne. C'est ma responsabilité. Ensuite, on a les vélos d'enfants. C'est la responsabilité de Guillaume. Puis pour Reynald, c'est les vélos route, gravel, puis urbain performance. Et récemment, il a pris la responsabilité des vélos lifestyle. Puis, en plus de ça, Ray, c'est le directeur technique. Puis, Guillaume, c'est le designer, puis graphiste. Puis moi, je suis responsable de l'assemblage en partie avec Cameron qui a pris plus de responsabilités récemment au niveau de l'assemblage. Donc, c'est une petite équipe. T'as aussi Julie pour le marketing. Ouais, Julie, t'as aussi Vance pour les garanties. Puis on partage toutes les ressources d'OGC, donc on a quand même la chance d'avoir tous les gens qui travaillent à l'entrepôt. On est vraiment, vraiment choyés dans ce sens-là. Sinon, je pense que ça serait vraiment difficile, mais c'est un peu aussi la beauté du fait qu'on est une petite équipe, c'est qu'on est vraiment flexible puis agile. Quand on va sur le terrain et on entend quelque chose qui est vraiment intéressant puis qu'on a la capacité de l'exécuter, mais on essaie de l'exécuter de la façon la plus intelligente, basée sur nos ressources. Là. Ouais. Okay. C'est intéressant, là. C'est fou de voir qu'il y a encore des compagnies qui font ça localement. Ouais. Après, vous, comment ça fonctionne? C'est un process pour faire le vélo, ça prend combien de temps? Par exemple, toi, quand tu pars d'une feuille blanche, tu as voulu faire un vélo électrique. Ça dépend. Ouais, ça dépend. On essaie de. Ça dépend. C'est vraiment plus si on essaie de regarder, basé sur le feedback qu'on reçoit des détaillants, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui correspond un petit peu à notre vision à long terme. Parce que s'il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de designer par comité, il faut écouter, il faut vraiment être à l'écoute des détaillants puis de leurs besoins, mais aussi il faut venir avec des idées que peut-être qu'ils incorporent leurs besoins d'une façon différente qu'ils l'auraient imaginé. Puis des fois, ça peut prendre 1 an, des fois c'est 2, des fois c'est 3, des fois c'est 4 ans. Entre le moment où on a une idée puis comment ça aboutit à un vélo fini puis prêt pour le marché canadien, ça peut prendre du temps. Là. Surtout au fil des années où on teste. Peut-être on va décider de tester un peu plus longtemps un produit juste pour être sûr qu'on lance dans la meilleure façon, dans sa meilleure mouture. Puis je te dirais que c'est entre 1 à 2 ans en moyenne. Quand il n'y a pas de pandémie. Quand il n'y a pas de pandémie, ouais. Comme c'est sûr, c'est difficile parce qu'avec la pandémie, on s'est retrouvé avec des délais inimaginables. Mais ouais. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça, du coup, quel avantage vous avez à être à Montréal, les
stratégie par rapport à ça? Là, tu dis t'allais dans le BC, Ouais. voir, etc. Vous essayez de... Comment vous faites votre stratégie pour justement faire des vélos qui correspondent aux Canadiens? Là? Ouais, c'est pas facile parce que le Canada, c'est grand. C'est ça. Ouais, mais on a la chance, tu sais, c'est comme j'ai dit, on a la chance de pouvoir avoir les détaillants en proche de nous puis d'avoir leur feedback. Puis des fois, c'est de lancer des produits qu'on n'est peut-être pas certain de leur succès à travers le Canada, mais qui vont avoir comment dire, une base de clients, soit dans une région ou d'une autre. Puis c'est suffisant, tu sais, on est assez, comment dire, on n'a pas besoin d'avoir des vélos qui sont, non, je ne vais pas dire ça, mais comme c'est pas nécessaire qu'un vélo soit un succès pan-canadien pour qu'il soit considéré un succès. Tu sais, je donne l'exemple du Citato, là, un vélo qui est un vélo de route à guidon droit. Je pense que ça, c'est vraiment un produit québécois. Là. Le Québec adore ce produit-là, puis adore ce vélo-là. Mais peut-être que c'est pas pareil au niveau du reste du Canada. Quand je suis allé visiter, eux, c'est plus des gravel bikes avec des guidons droits. Donc, Ok, ouais, donc il y a des petites spécificités pour chaque région. Puis, on essaie d'être vraiment à l'écoute de leurs besoins, mais des fois, il faut faire des compromis qui sont plus spécifiques. Là. Est-ce que concrètement, la spécificité, c'est juste un besoin de pneus plus large ou ça prend vraiment un développement? Ça peut être une variante qui est spécifique pour un marché en particulier. Alors, on va dire si on a l'histoire d'un vélo qui a 3 variantes, ben, peut-être une des variantes, on sait qu'elle va plus réussir dans l'Ouest canadien, puis une autre qui va être plus pour l'Est canadien. Puis on essaie de concevoir des vélos qui ont un attrait pas canadien, mais des fois, on sait que c'est pas le cas. Puis c'est correct aussi. OK. Puis pour 2025, c'est quoi les gammes de vélos? Tu dis, on a passé de... Il y avait des vélos performants. Ouais, Tout a été rebâti, puis je pense un peu comme toutes les marques essentialisées, puis aller vraiment dans l'objectif que vous avez de développement de vélos. C'est quoi les gammes que vous avez, si tu peux expliquer rapidement? Ouais, mais dans ce cas-là, ben, c'est facile. On a les vélos électriques, urbains, puis on a les vélos gravel bike. En 2025, on va avoir les vélos de route qu'on réintroduit avec le Fortitude. On a les vélos urbains performance, ça c'est tout ce qui est Orfeo, Citato, Big City. Puis on a les vélos urbains qui sont un peu plus considérés lifestyle, c'est-à-dire le quartier, le mode, le mondano. Et on a les kids bike, les vélos d'enfants. Et à la fin, on a les vélos de montagne qui sont pas nécessairement au goût du jour, mais reste que c'est des produits que peut-être que les gens vont utiliser comme leur vélo pour se promener dans le bois ou dans... Un hybride un peu plus tough. Ouais, exactement, ouais. Et dans cette gamme vélo-là, moi, ce que je trouve intéressant là, dans ce que j'ai vu que vous allez faire pour 2025, c'est aussi en termes d'offres et de prix, vous avez fait des vrais choix assumés. Puis je trouve que c'est dans un créneau où il y a plus vraiment d'offres. On dirait que les grosses marques, etc., elles ont abandonné ça et on dirait que ça met une belle place pour ouais, c'est sûr que pour nous, c'est notre catégorie favorite. C'est le vélo urbain, puis les vélos urbains performance, puis les e-bikes urbains. Mais faut jamais dire jamais. Si ça se trouve, peut-être que dans quelques années, les gens vont avoir un attrait pour cette catégorie-là, puis vont réintroduire des nouveaux vélos. Je pense que c'est vraiment difficile de faire des prédictions aujourd'hui, vu l'état du marché. Je pense qu'il est plus prudent d'attendre puis de voir comment les choses évoluent. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des choix basés sur la profitabilité à court terme ou selon leurs besoins de réduire la quantité d'inventaire. Donc, c'est difficile d'interpréter qu'est-ce qui se passe dans le marché actuel. Je pense qu'il vaut mieux adopter la posture de on va attendre et voir que d'essayer de prédire. Oui, c'est ça, mais avec quand même des petites nouveautés. Ouais. Le Fortitude, par exemple, est intéressant parce que c'est comme le all-road qui est un peu le besoin un peu en ce moment où les gens veulent un vélo à tout faire. Là. Ouais, mais ça, c'est un exemple parfait de un vélo qui a été créé basé sur le feedback qu'on a eu des détaillants de la région de Québec, puis de Montréal, puis de l'Ontario. On a eu du feedback comme quoi les gens appréciaient nos vélos de route, puis qu'ils voulaient un héritier ou un Dante qui était notre vélo en alu
d'entrée de gamme puis de milieu de gamme. Et on a travaillé fort pour produire ce vélo-là. Et là, on va le lancer en 105 12 vitesses full hydraulique, en Tiagra puis en Clarisse. Et je pense que c'est une belle histoire, c'est une belle offre pour monsieur, madame, tout le monde, puis aussi pour ceux qui veulent être un peu plus initiés. C'est un vélo en 105 12 vitesses dans le temps. Et encore aujourd'hui, c'est le vélo que tu considères comme étant le premier step dans le... Ouais, c'est une référence. Ouais. Je pense que un bon vélo en alu, 105, 105, ouais. Tu peux mettre des pneus jusqu'à 35. Ouais, ben, officiellement, c'est 38, la clearance pour ce bike-là. On ne dira pas quelle grosseur de pneus on a réussi à mettre dans ce vélo-là, mais... ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, 38, c'est la vraie limite pour ce vélo. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, dire, tu peux aller faire un événement de gravel en Estrie mais avec des pneus de gravel en 38. C'est vraiment ça. Puis moi, je voulais m'en acheter un pour m'en faire un gravel bike. J'ai vendu mon gravel bike, puis je veux un vélo plus all-road. Puis de temps en temps faire de la gravel. Quand je veux faire de la montagne, je veux faire de la montagne. Donc, Et là, en plus, tu as 2 plateaux, donc ça te permet vraiment d'avoir... tu peux tout faire avec... 100%. Tu peux suivre ta gang en peloton sur la route, puis aussi aller faire du 100%. Puis, tu sais, une partie de travailler dans l'industrie du vélo, c'est parce que t'aimes expérimenter, t'aimes essayer des affaires. Puis ça, je pense, c'est un des privilèges qu'on a comme chef de produit, product manager, c'est qu'on a la chance d'essayer tout plein de produits, puis de faire des prototypes qui ont des fois pas de sens, mais qui nous permettent d'apprendre pas mal. Comme mon vélo de quotidien là, que j'utilise pour me transporter du bureau à la maison puis en partant en ville, c'est un e-bike. C'est un week-end que j'ai monté avec des racks et des paniers, un rack avant et un moteur, un drive unit EP6 de Shimano. Puis j'ai des pneus de gravel dessus, un guidon moustache. Puis des fois, quand j'ai envie d'aller dans la montagne, mais je prends mon e-bike, puis je roule dans la montagne, puis ça se passe. Puis c'est juste un vélo polyvalent. Puis je fais tout avec ce vélo-là. Puis c'est nice d'avoir la possibilité de faire des trucs avec son vélo que peut-être que les gens, monsieur, madame, tout le monde ne feront pas. Là. Mais comment vous voyez l'utilisation du vélo de ville, par exemple à Montréal, on le voit en Europe, là, des cargos, des longues têtes, puis finalement, j'ai l'impression que les années passent et que finalement, en fait, le vélo de ville classique, il est là, puis les autres n'ont pas nécessairement explosé. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? J'ai pas nécessairement de perspective à très long terme, là, mais à court terme, juste le fait que j'habite dans le centre de Montréal, puis que je prends souvent des pistes cyclables qui ont été inaugurées récemment, là, le rêve Saint-Denis, le rêve Saint-Jacques. Ça me donne la perspective de voir plein de différents vélos, puis de gens, puis de gens qui utilisent leur vélo pour le transit. Et honnêtement, plus les infrastructures vont évoluer, plus les gens vont adopter le mode de transport, comme le vélo comme mode de transport. Puis je le vois, là, comparativement à 10 ans, là, c'est incroyable la quantité de gens, puis la variété de vélos, puis la variété de personnes de type de personnes, parce qu'avant, il fallait être vraiment téméraire pour rouler en ville. Et là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde et toutes sortes de vélos. Je pense que ça prend du temps, mais ce mouvement risque de prendre de l'ampleur, puis on risque de voir de plus en plus de vélos qui rentrent dans cette catégorie un peu plus catégorie à tout faire. Ouais. Je ne sais pas si ça va se traduire par plus de vélos cargo ou pas, mais je pense que les gens, ils veulent des vélos qui peuvent être plus polyvalents que juste une seule utilité. En tout cas, pour le e-bike, c'est ça que je vois. Pour les vélos non e-bike, je pense qu'il y a encore beaucoup de variétés, puis les gens sont satisfaits de cette variété-là. Je pense pas que le vélo cargo va retourner à non électrique, ça c'est sûr. Là. Ouais. Mais ça a quand même limité le cargo à Montréal parce que t'as pas la place. C'est sûr. Moi, je suis en banlieue, je suis dans un condo, j'aimerais ça avoir un cargo pour me déplacer, mais je ne veux pas le mettre dehors. Je pense que ça coûte. Là. Je pense que c'est vraiment le facteur limitant. C'est un petit peu comment personne va monter son cargo bike au 3e étage. Le bike idéal serait un bike qui serait capable de loader beaucoup de stock, mais qui soit compact, facile à transporter en soi. Je pense pas que je vais me prononcer là-dessus. Mais on a la chance à Montréal d'avoir quelques magasins qui sont vraiment la référence.
sais, on ne fait pas nécessairement affaire avec eux en tant que marque Opus, mais il y a beaucoup de magasins qui sont une référence ici en ville pour ce type de vélo. Je ne les nommerai pas, mais ils savent qui ils sont. Là. On est vraiment choyé dans le sens que si quelqu'un veut choisir ce mode de transport, mais il y a des places qui ont vraiment l'expertise, qui peuvent partager avec les clients, puis leur offrir une expérience qui est vraiment agréable de prendre la décision d'aller se commettre à avoir peut-être vendre leur deuxième voiture pour un vélo cargo jusqu'à l'achat du vélo en soi, puis le conseil. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est sûr que nous, on a eu la chance jusqu'à maintenant à chaque année d'être allé à Eurobike à Frankfurt. Et là-bas, c'est vraiment, il y en a partout, là, des vélos cargo et des vélos utilitaires. Mais la différence là-bas, c'est qu'aussi, il y a des parkings que tu peux laisser ton vélo protégé. Surtout quand ton vélo te coûte 9-10 000 $, tu veux être certain qu'il va être encore là quand tu vas vouloir aller rouler avec. Ouais, c'est ça, ça remplace une auto, là, c'est un gros budget. Ouais. Tu veux que ce soit résistant et tout. 100%. 100%. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est une catégorie qu'on observe. Là. Puis qu'on risque d'expérimenter avec, mais sans plus. Je peux pas me prononcer plus que ça. Mais pour tout ce qui est vélo de gravel, vélo de route, comment vous avez développé ça? Comment vous avez observé les personnes, les besoins par rapport à l'utilisation des cyclistes? C'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas la réponse parce que j'étais pas là quand le gravel bike a été introduit chez Opus. Mais encore, on revient à la même histoire de ça vient des passionnés à l'interne. Il y a beaucoup de vélos qui ont été créés parce qu'il y avait cette expertise partagée chez OGC. Même si les gens ne travaillent pas directement pour Opus chez OGC, certaines personnes ne travaillent pas directement chez Opus pour OGC, on leur demande leur feedback, puis on demande un petit peu leur opinion sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu, puis qu'est-ce qu'ils voient comme tendance. Puis souvent, on va essayer d'écouter ces gens-là, puis d'essayer d'interpréter leur feedback à la façon d'une façon que ça rentre comment dire, c'est en adéquation avec notre philosophie à l'interne d'essayer de mettre le plus de gens sur des vélos. Mais comme le meilleur exemple, c'est on a Mark Rose qui est le brand manager de Vittoria, Camelback, puis GoPro, puis plein de marques. Mais en même temps, il organise Big Red avec l'ancien GM de Opus, puis d'autres personnes qui ont jadis travaillé chez OGC. Donc, on est chanceux d'avoir une profondeur d'expertise et de passionnés. Tu sais, même toi, avec ton événement de Race Across Québec, tu risques de nous apprendre des affaires que peut-être qu'on ne savait pas. Puis peut-être un jour, on va lancer un produit qui rentre dans cette catégorie ou ce trend. Avec le Fortitude, on est pas mal. Ouais, il manquerait une roue dynamo en avant, puis... Parce que tu vois, un cycliste ultra-distance, il fait pas l'ultra-distance tout le temps. OK. C'est un cycliste. OK. Puis de temps en temps, il va faire l'ultra-distance, mais tu sais, la dynamo, tu sais, moi, j'y ai pensé, la dynamo, mais faut faire une roue, faire le moyeu, faut le système, là, t'as encore les fils dégueux qui sortent de la lumière, ça te prend des watts aussi. Il faut pousser. Donc, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui ont ça. Il y en a qui l'ont, là, c'est un luxe, puis il y en a, ils ont même un vélo dédié à ça. Ouais. Mais la plupart, c'est leur vélo. Le Fortitude, ce qui est cool, c'est que tu as un vélo en alu qui a un bon système de transmission et est capable d'accepter de différentes largeurs. Si tu veux aller faire un petit peu plus de rough, gravel, ou même avoir des pneus plus confortables pour faire la route parce que tu vas rouler longtemps, tu es capable. L'alu, tu es capable de fixer un petit peu tout et n'importe quoi sur ton vélo. Et pour le voyage, parce que on passe tout le temps vélo carbone, etc. Mais quand tu fais du bikepacking, souvent, tu vas aller voyager, faire une course. Ben, ton vélo, là, moi je l'ai eu, mon ami David aussi, là, le vélo détruit là, quand tu arrives de l'aéroport, là, puis tu avais prévu de faire quelque chose. 100%, ben, un vélo en alu, là. Ben, tu vois, ça fait partie aussi de la philosophie de design de Opus. On aurait pu faire des vélos avec full intégration, puis guidon intégré, puis tout ça, avec les fils qui passent dans le guidon et tout. Mais ça ne fait pas partie de notre ADN dans le sens que si on veut mettre le plus de gens sur les vélos, mais quand arrive le temps de faire l'entretien de son vélo, mais monsieur, madame, tout le monde, ça ne leur tente pas de payer 600 $ pour changer
une hausse de frein ou une gaine de vitesse parce qu'ils doivent tout démonter. Oui, exactement. Fait on essaie de limiter l'intégration là où ça a du sens. Dans le cas des e-bikes, on veut faire un peu plus d'intégration pour passer les fils à l'intérieur du cadre, pas nécessairement les vitesses puis les durées de frein. Mais dans l'exemple de Fortitude, on a eu cette discussion à l'interne, puis on avait décidé qu'il était plus judicieux d'aller avec un jeu de direction traditionnel, puis une potence traditionnelle, puis un guidon traditionnel pour, minimiser le coût d'entretien à long terme pour ces clients-là. Puis deux, aussi, mais de la simplicité du vélo, tu n'as pas besoin de te casser la tête. Si tu as besoin de te faire fitter puis changer les pièces, ben, c'est pas, on ne parle pas d'une coupe de centaines de dollars pour changer un guidon de potence. On essaie de garder en tête que c'est des vélos pour monsieur, madame, tout le monde. Puis monsieur, madame, tout le monde, ça leur tente pas de laisser leur vélo pendant 3 semaines au magasin parce qu'ils n'ont pas le headset spécifique qui est absolument juste pour ce vélo-là ou cette tige de selle qui est juste spécifique à ce modèle-là. Vraiment un truc, il y a tellement de standards maintenant, un truc simple Ouais, peut changer. ouais. Comme tu as dit, ton exemple, de partir en voyage, tu sais, j'ai une anecdote, là. On était en Italie avec des amis pour faire du vélo. Mon ami amène son Marinoni Campagnolo et il dit « Ah, c'est le voyage de rêve pour mon vélo. Enfin, il va retourner à ses sources. » Il n'y a rien de Campagnolo. Il n'y a rien, il y a pas on arrive dans les magasins sont comme, on n'a pas de Campagnolo. Tu sais, on cherchait des vis de pédalier. Ils sont comme, on n'a pas de vis de pédalier. Personne n'a ça ici. Là. C'est Shimano SRAM. Et donc, c'est de rester dans des classiques, dans des valeurs connues. Peut-être qu'on fait moins, c'est moins d'innovation. C'est simple, efficace. Mais c'est prouvé. Puis l'innovation, on l'amène ailleurs dans la géométrie, dans la spécification, dans la façon qu'on design les bikes. Donc, je pense que la recette qu'on a en ce moment, puis qu'on est en train de peaufiner, puis qu'on continue à raffiner, je pense qu'elle est bonne, puis je pense qu'on va continuer dans cette direction-là. Mais après, les tendances et les envies des clients changent, donc ça se peut que dans le futur, ça change aussi pour Opus, mais pour le moment, c'est là où on tient à ça, on tient à cet aspect-là. Ouais. Ok, je comprends. Mais alors, on parle beaucoup de vélo là, depuis tantôt, puis Ouais. pour les personnes qui nous écoutent sur en podcast, vous pouvez regarder sur YouTube aussi. Je vais mettre les photos ou des petites vidéos des vélos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et aussi en lien, on mettra le site d'Opus où vous allez voir toute la gamme des produits que propose la marque pour 2025. Mais moi, je voulais te poser la question, puis j'ai vraiment adoré. Je me rappelle l'anecdote, on est allé chez Gervais Rioux qui va être un détaillant sur ce vélo-là, puis tu sais, il y a eu des beaux échanges et je trouve que ça, c'est une chance là, d'avoir la personne qui a développé ce vélo-là. Donc, si vous nous parlez d'une petite nouveauté qu'on aura en 2025 chez Opus qui est intéressante et innovante aussi. Là. Ouais, pour 2025, on va introduire un e-gravel bike. Puis, on s'est dit, une des choses qu'on a souvent entendu du Horizon, qui est notre famille de modèles de gravel bike, c'est qu'il y avait ce vélo, il a une géométrie qui est vraiment polyvalente, qui est vraiment, comment dire, le fun à rouler. C'est sûr qu'on n'est pas dans un vélo qui vient. Si on prend un exemple, une règle avec 2 extrémités, et là, on a les vélos de montagne, puis là, on a les vélos de route haute performance. Ben, le Horizon, il vient de notre ADN un peu plus de route. Donc, tu peux faire de la gravel vraiment exceptionnelle, comme Big Red. Tous les événements au Québec, tu peux les faire avec le Horizon sans problème. Mais aussi, tu peux rouler comme vélo de route avec le Horizon. Puis Ray, la personne qui a designé le Horizon puis qui a travaillé sur la géométrie du Horizon, ben, c'était son vélo de route pendant 40 000 km. Puis pour lui, c'était vraiment exceptionnel comme vélo. Et on s'est dit, pourquoi pas réutiliser cette géométrie qui est... Ben, c'est ça. C'est ça, mais on s'est dit, pourquoi pas réutiliser cette géométrie qui est bien aboutie, puis qui a fait ses preuves, puis d'en faire un vélo électrique. Puis c'était une idée qui était sur laquelle on a ruminé pendant des années parce que la technologie n'était pas là ou on n'avait pas les bons partenaires. Et là, on a réussi à avoir un partenariat avec Full Speed Ahead, FSA, qui nous ont fourni une version évoluée de leur ancien moteur roue qui était vendu en Europe sur des vélos comme Pinarello, De Rosa et j'en passe. Ouais, beaucoup de collaborations entre les Italiens. Puis
c'est ça, on a vu. Moi, j'ai eu la chance de tester leur prototype, leur version initiale de ce vélo-là pendant une année. Et la chose qui m'a vraiment. Pour faire une histoire courte, là. Ouais, c'est ça. J'ai roulé ce vélo-là J'ai roulé un vélo prototype route avec le moteur original. Et j'étais stupéfait du fait que je pouvais faire mes routes habituelles. Puis une fois que tu passes 32 km/h, qui est normalement la limite légale de vitesse pour le Canada, tu peux pas, l'assistance doit s'arrêter à 32 km/h. Mais il n'y avait pas de résistance de roulement. J'avais l'impression que je pouvais encore pousser, puis que la seule chose qui me retenait, c'est vraiment la résistance du vent. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que c'est un vélo de gravel léger, électrique léger. Là. Ouais. Fait que, il fait pas le poids, Exactement. d'un vélo de ville ultra lourd avec des grosses batteries. Là. Exactement. Puis le fait que, comme il n'y avait pas de cette résistance, ça m'a donné la confiance de OK, essayons ce partenariat avec FSA. Puis ils ont sorti leur version évoluée, même spec, mais un peu plus léger. C'est-à-dire qu'on avait dit 42 Nm, je pense, puis 250 watts. La batterie, même chose, 250 Wh. Et on a réussi à packager ça dans un cadre de gravel qu'on a designé de A à Z, basé sur la géométrie du Horizon qu'on vient d'aborder. Puis on a réussi à sortir un vélo qui pèse 32 livres, tout en allure avec une fourche en carbone. Puis là, quand on compare à la compétition qui était en full carbone, mais on est dans les mêmes poids à peu près. Puis comme tu dis, passer 32 km/h, ce vélo, tu sens que tu es sur un vélo normal, tu ne te sens pas ralenti, tu ne te sens pas freiné. Puis l'assistance est plus douce. C'est pas vrai. C'est pas fait pour. C'est pas un vélo de montagne. C'est vraiment pour t'assister quand tu vas monter une côte ou que tu vas te prendre un vent dans la face qui est vraiment exécrable. Puis tu as besoin c'est vraiment une assistance, une aide, mais tu peux pédaler avec. Là, ouais. T'as plus de batterie. Là, tu pourrais fermer la batterie puis le rouler le bike, puis ça serait correct. Ouais. Puis on a eu la chance de cette version-là du gravel bike, on l'a testé une autre année et demie. Puis j'ai fait Big Red avec. Puis je sais pas si tu étais là, il y avait les inondations. Et des fois, on roulait dans des flaques qui faisaient dans des piscines jusqu'à la hauteur des genoux. Ouais. Et le bike, il a performé de façon exceptionnelle. J'en revenais pas. Je pense que j'ai crashé aussi quelques fois avec. Et à la fin de la course, je me suis rendu compte que le bike était était en bon état. Puis ici, il a réussi à résister à cette épreuve-là. Je me suis dit que on est bon là pour qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde va en faire. Je pense que c'est le pire. Mais il ne faut jamais dire ça parce que je suis sûr que quelqu'un va nous prouver le contraire puis il va faire un truc exceptionnel avec moi, c'est ça. Mais ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves puis on est vraiment content du résultat puis du package. T'as quoi comme autonomie dessus? Je l'ai noté parce que. Approximatif, ça dépend du poids, de plein de c'est sûr, ça dépend de plein de choses, mais l'autonomie que moi j'ai réussi à avoir. Attends, laisse-moi trouver. Je pense que c'est 70-80 km, je pense. Ouais. Puis avec le range extender, tu peux aller jusqu'à 110, si je ne me trompe pas. Puis, mais comment moi, c'est ça, j'ai fait Big Red, je pense. Excuse-moi, Little Red, parce que cette année-là, il y avait juste Little Red. C'était 65 km avec 1000 quelques mètres de dénivelé, puis il me restait encore un peu de charge à la fin. Donc, ouais. Mais tu l'as pas utilisé tout le long. Je veux dire, non, c'est ça. Tu n'avais pas la nécessité d'utiliser tout le long. Donc non, c'est ça. C'est comme un 70-80 de range, mais tu n'utilises pas dans toute ta ride. Mais 80, si tu utilises le mode 1, okay. Tu pourrais rouler sur si tu fais pas trop de dénivelé, tu peux rester jusqu'à 80 facile. Okay. Si tu éteins le moteur, tu peux continuer jusqu'à 90 100. Okay. Ouais. Mais non, j'étais vraiment agréablement surpris. Puis avant de faire Big Red, ma route de test, c'était de faire des Pro Tours, puis des loops à l'intérieur de la montagne pour essayer de voir la limite de dénivelé, puis de range. Puis c'était ça, mais j'essaie de cacher le petit bouton pour pas que les gens voient que j'ai un vélo électrique sur Camellia. Mais genre, t'es arrivé, t'as fait des rides, t'as fini sans assistance, t'es rentré chez toi. Ouais. À chaque fois que je faisais ces tests,
ride, j'avais encore plein d'assistance. Il me restait toujours 20-15% au minimum. Puis je faisais en général soixantaine de kilomètres, puis 700-800 mètres de dénivelé à chaque fois pour tester. Mais non, vraiment, on est agréablement surpris de la qualité puis du package qu'on a réussi à produire. Surtout qu'on n'a pas nécessairement les moyens de grosses compagnies. Il faut vraiment être débrouillard puis trouver les bons partenaires. Puis là, on l'a fait. Puis je pense que ce produit-là risque de bien plaire aux clients qui veulent ce genre de vélo. C'est quand même assez versatile parce que tu peux. Il y a combien de plateaux dessus? Il y a 2 plateaux. C'est ça. Tu peux faire un vélo de route gravel parce que 100%. Là, c'est quoi le choix de l'avoir fait gravel? 100%. Le fait qu'on l'a fait gravel et qu'on voulait le lancer sur une plateforme gravel, c'est qu'on sait que cette catégorie est vraiment populaire. Et donc, c'est un petit peu de s'assurer qu'il va y avoir une réception positive pour ce vélo. On l'a fait 2 par 12, full GRX 12 vitesses. Puis la raison, c'est que on sait que le double plateau, c'est quelque chose qui est vraiment encore très populaire au Québec et dans l'Est du Canada. Puis on sait que ce genre de produit, pour le moment, il est plus attirant pour l'Est du Canada puis l'Ontario que l'Ouest du Canada. Donc, on voulait lancer un produit qui était un peu plus dédié au type de clientèle qui voudrait ce vélo-là dans les régions qui sont intéressées par ce genre de produit. Ils sont plus one bike dans l'Ouest. Ouais, mais le gravel en ce moment, ça s'en va vraiment full one by. À moins que tu veux un vélo all-road, là, t'aimerais avoir le tout. Ouais, mais même avec le 12 vitesses maintenant, tu peux avoir un range qui est vraiment acceptable. Avant, c'était pas très. Tu avais les gaps entre les gears. Là, c'est un peu différent avec le 1 par 12. Mais c'est plus un choix. Un choix de. Pour le moment, notre gamme contient des vélos de gravel 2 parts et on veut continuer un petit peu dans cette. Mais en même temps, c'est un vélo de gravel électrique. Tu veux rouler avec tes chums une rail de route, t'as l'assistance. Exactement. Tu es capable dessus, puis les pneus, c'est pas trop. Non, c'est des nouveaux Vittoria Terreno. L'été, je ne me trompe pas, les 40 ou les 50. J'ai un blanc de mémoire, là. Non, c'est les T50, c'est les nouveaux T50. Ouais. Donc, les nouveaux Vittoria qui viennent de sortir. Puis, c'est ceux qui sont entre le dry, puis c'est le mixed terrain qu'ils appellent. Puis, la beauté si on revient à la base de pourquoi sur quelle plateforme on a fait ce vélo-là, la géométrie du Horizon. La géométrie du Horizon, c'est une belle géométrie de all-road gravel bike. Donc, juste le fait de mettre des pneus plus minces, tu mets des pneus de 35 sur ce vélo-là, et tu as un vélo de route électrique. Ouais, non, c'est vraiment hot. C'est un vélo qui va être très, très polyvalent. J'ai hâte de le faire ici à ma femme. Ouais, c'est ça, t'en as commandé un. Dans un démo, là, ouais. Je vais faire ici au détaillant. Puis à ma femme aussi, parce que, tu sais, c'est pareil, tu sais, l'appréhension de. Ça fait peur, c'est intimidant le vélo. Ouais. Tu sais, moi qui roule beaucoup, le pas nécessairement rouler avec moi, elle me dit, de toute façon, tu vas rouler trop vite, alors que, tu sais, je vais l'attendre, mais au moins, là, tu sais, elle sait que, tu sais, on pourra rouler ensemble à 25, 27, 30 km/h, puis, tu sais, elle ajustera son assistance par rapport à ses capacités, mais je pense que ça peut mettre vraiment du monde au vélo, puis rendre accessible à plein de. Mais c'est ça, tu sais, je pense une des questions que tu m'avais envoyées, c'était c'est quoi l'intention derrière ce vélo-là? Mais si on revient à notre mission de base de mettre le plus de gens possible sur des vélos, mais c'est rendre le gravel bike plus accessible. Parce que une des beautés de l'assistance, c'est que si tu arrives dans des sections un peu plus techniques, mais tu as juste besoin de mettre ton énergie sur choisir la bonne ligne, puis de contrôler le guidon. La puissance, elle va être là pour te supporter là où tu as besoin, là où tu en as besoin. Donc, rendre le gravel un peu plus accessible aux gens, peut-être qu'il n'y avait pas la capacité de faire des sorties hors route ou rouler peut-être des 80 km dans du sable ou dans la terre qui n'est pas très ferme. Tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de. Faut être un peu coriace. Fait que ça rend le gravel bike un peu plus accessible, comme un peu ce qu'on a fait avec le Horizon, c'est de démocratiser un petit peu l'accès au vélo gravel bike de qualité à monsieur, madame, tout le monde. Puis je reviens tout souvent à cette mission-là, de mettre le plus de gens possible sur le vélo. Je pense que c'est vraiment, c'est la meilleure façon de décrire c'est quoi la mission de Opus en ce moment-là. Puis là, toi, tu vois vraiment, tu sais, dans la vision du vélo électrique léger, tu vois vraiment Ouais. Il y a d'autres plans pour le futur, mais pour le moment, chaque chose en son temps. Là. Souvent, on travaille 2-3 années à l'avance. Donc,
Là, on a déjà une bonne idée de ce qui va se passer en 2026, puis une petite idée de qu'est-ce qu'on veut faire en 2027, mais c'est jamais des plans très fixes. Là. On essaie d'avoir une feuille de route avec des produits qu'on développe au fur et à mesure, puis qu'on décide mais quand c'est le bon moment de les sortir ou pas. Ça, c'est des décisions qui se prennent à trois. J'ai beau avoir le rôle de directeur général, c'est pas comme ça que ça marche chez Opus où qu'une personne va décider de tout. Là. C'est vraiment très collaboratif. Puis je pense que ça fait aussi un peu de notre force parce que les gens avec qui je travaille ont une expérience. Ils ont quand même une grosse expérience. Puis ils ont quand même pas mal d'années qu'ils ont travaillé chez Opus. Donc, je peux utiliser le maximum de tous pour qu'on on essaie d'aller tous dans la même direction. Ouais, Là. c'est ça. Ouais. Et, tu sais, je veux dire, là, c'est sa commercialisation sur l'enfance en Ouais. 2025. Les détaillants vont commencer à les vendre. On va avoir des feedbacks Exactement. des clients, Ouais. des détaillants. Ça aussi, Ouais. c'est ça la force aussi que vous avez, c'est que tout le monde est, vous êtes à l'écoute de toutes les personnes, puis vous prenez tout ça, puis après vous allez avancer sur le développement de vos vélos, puis peut-être d'autres versions, d'autres directions, puis c'est ça qui est intéressant. Ouais, 100%. On attend de voir on attend de voir la réception du e-gravel bike avant de concrétiser d'autres plans qu'on a de côté. Chaque chose en son temps. Surtout avec le marché actuel, il faut être vraiment prudent là, dans le sens que la nouveauté, c'est toujours intéressant, mais la nouveauté juste pour la nouveauté, c'est pas une pratique soutenable pour, je pense, n'importe quelle entreprise qui veut être là pour longtemps. C'est la preuve, OGC est là depuis 1979, Ouais. puis Opus depuis 2001. Ouais, c'est quand même. Le but, c'est d'avoir de la longévité et pas d'exister pour quelques années puis de disparaître. Ouais. Non, c'est sûr. Et tu sais, pour la commercialisation des vélos, comment ça fonctionne là, tu sais, comment vous distribuez les vélos au Canada? On passe par des représentants comme toi qui ont des territoires spécifiques et chaque représentant va avoir son lot de magasins. Puis généralement, avec Opus, c'est pas tous les détaillants qui peuvent avoir accès à la marque. C'est pas comme un casque que tous les détaillants peuvent commander. Il faut passer vraiment par le représentant, puis que le représentant donne un peu. Tu l'as fait un peu avec quelques magasins. Je pense que tu es plus familier avec ce processus que moi, mais il faut passer par par Louis, je pense, pour confirmer ou pas l'ajout d'un nouveau magasin, surtout s'il y a des détaillants qui vendent déjà la marque autour. Généralement, on va privilégier les détaillants avec lesquels on fait déjà affaire au lieu d'essayer d'en rajouter sans cesse. Ouais, le but, c'est pas d'inventer le marché, mais c'est d'avoir des détaillants bien répartis dans le territoire pour que les gens puissent acheter des vélos Opus. Puis si on fait rien sur le web, non, sur le site Opus, c'est aller chez un détaillant. Je pense que c'est aussi la force de Outdoor Gear Canada pour le vélo, c'est de maintenir cette notion de service en magasin, puis de s'appuyer des personnes qui ont une expertise là, plus que de vendre uniquement 100%, 100%, 100%. Puis c'est une des choses qui est vraiment au cœur de comment dire, pas de préoccupations, mais des désirs de OGC et d'Opus, c'est de travailler avec des gens qui sont des détaillants indépendants, qui ont leur propre, qui roulent leur business comme bon leur semble, puis qu'on est là pour supporter et pas pour nécessairement pousser dans une direction ou une autre. On est à l'écoute de leurs besoins, puis on offre les produits qu'on offre, mais il n'y a pas cette pression de prendre une gamme au complet ou pas. On travaille avec les détaillants selon leurs besoins. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les détaillants qui nous vendent, qui vendent notre marque. À date, moi, j'ai eu que des bons feedbacks de la relation avec OGC et de Opus. Cool. Ouais. Est-ce qu'il y avait des sujets sur lesquels on aurait oublié d'aborder Je pense qu'il y avait que tu m'avais demandé les partenariats avec les partenariats qu'on a. Puis, c'est ça, l'implication et les partenariats que vous avez. Mais je pense que ça a toujours fait partie de l'ADN de Opus. Dans le temps qu'on était concentré sur la haute performance, mais on supportait des athlètes, puis des équipes élites, puis juniors, autant dans le vélo de route que le World Cup de vélo montant. On a eu même des Olympiens comme athlètes qui étaient sponsorisés par Opus. Puis au fil des années, on a même sponsorisé
festival de la mode de Montréal avec la gamme Urbanista, la Fashion Week de Montréal. Donc, on a toujours été présent au sein des différentes communautés à Montréal. Puis là, vu que notre rôle, c'est plus d'essayer de mettre des gens sur des nouveaux vélos, mais mettre des nouveaux gens, excuse-moi, des nouveaux cyclistes sur des vélos. Ouais, de rendre l'accessibilité. Mais là, on travaille avec des organismes comme Cyclo Nord-Sud, que eux, mais ça fait 20 ans avec qui on travaille, avec qui on essaie de rendre accessible la pratique du vélo, autant dans des pays qui en ont besoin que localement, quand on a des gens qui veulent se mettre sur un vélo, mais qui n'ont pas les moyens. Ouais, exactement. Les personnes pour le travail. Exactement. 100%. Ils n'ont pas de moyens de transport. 100%. Vélo, ils découvrent la ouais. Puis même chose avec Centropole Roulant, qu'ils font la distribution de nourriture sur des vélos. On collabore avec eux, on a déjà collaboré avec eux. Puis on a eu une initiative récemment avec Uptown Trav qui était d'organiser des sorties de vélo pour les néophytes qui voulaient découvrir Montréal. Puis je pense aussi que c'est une belle expérience. Donc, notre mission maintenant est vraiment... Notre implication est alignée sur notre mission. Donc, on n'est plus dans la haute performance. On sponsorise plus d'athlètes. C'est correct comme ça. Il y a d'autres marques qui ont pris le relais dans ce segment-là. Ouais. Nice. Il y avait d'autres choses qu'on a oubliées. Ça fait-tu le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'est pas mal. Nice. Mais merci en tout cas. Ça fait plaisir. Pour toutes ces infos puis toute la découverte de cette marque Opus montréalaise. C'est la seule dans le fond. Hein. Les marques montréalaises de vélo? Ben oui, je ne veux pas les nommer, là, mais il y en a quelques-unes. Ah. Il y en a une autre. Ah oui. Exact. Ouais. Ouais. Mais il y en a très peu, puis c'est ça la chose, c'est que vous êtes là, vous êtes en train de développer les vélos localement, puis ça, c'est une force. Non, c'est sûr, puis je pense, tu sais, tantôt, tu me demandais comment ça se fait que tu as réussi à prendre autant de responsabilités aussi rapidement, mais c'est parce que aussi j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont là depuis hyper longtemps. La moyenne d'années d'ancienneté chez OGC est vraiment élevée. Là. On a des gens qui sont là depuis toujours, qui croient dans la mission de l'entreprise. Puis même chose chez Opus, la moyenne d'ancienneté est vraiment élevée. Donc, il y a beaucoup de gens sur lesquels je peux me reposer, puis sur lesquels que je sais que j'ai pas besoin de trop m'impliquer dans leur day-to-day parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est eux qui m'apportent plus au quotidien que l'inverse. Moi, je fais juste essayer de amener tout le monde dans la même direction, mais les gens avec qui je travaille aussi sont exceptionnels. C'est vraiment une chance qu'on a. Les assembleurs à Montréal, Cameron, Ruben, Pierre, une chose qu'on n'a pas abordée. Une des raisons pour lesquelles aussi les vélos de route ont eu autant de succès quand Opus a été lancé, c'est parce qu'ils les assemblaient à Montréal. Et on a hérité de ça avec les e-bikes. On a de la chance. Tous les e-bikes sont assemblés à Montréal, puis toutes les roues des e-bikes ont été montées par Pierre. Quand je dis toutes les roues, c'est depuis 2017. Donc, ça en fait des roues montées à la main par une seule personne. Donc, c'est vraiment le travail de tous ces gens, les gens à l'entrepôt, aux garanties, etc. On est vraiment chanceux d'avoir tout ce staff-là. Cool. Ouais. Je souhaite un bon lancement de commercialisation cette année, c'est Fortitude. Puis Zenith. Et puis Zenith. Ouais. Donc, puis la mise à jour de quelques modèles Connect et Weekend. Ouais. Je vais mettre le lien de Opus sur la bio de toutes les différentes plateformes, et puis vous allez pouvoir voir des photos puis des petites vidéos sur YouTube si vous regardez en vidéo. Merci Mustapha. Cool, merci à toi. Bonne saison 2025. Yes, à toi aussi. Bye bye.